Nous poursuivons avec nos collègues du CHU de Nîmes pour une présentation qu'on avait eu l'occasion d'écouter lors de la journée EMA-EMH Primo à Paris au mois d'octobre et qui nous avait semblé très pertinente sur deux aspects, à la fois l'aspect prévention, donc le topo pneumonie d'inhalation, parlons prévention. C'est vrai que nous, on est des acteurs du curatif et parfois on en oublie aussi que la prévention, c'est un élément essentiel et ça nous évite de traiter les infections après. Et puis l'aspect aussi collaboration EMA, EMH, on se cherche encore à acteurs d'hygiène et acteurs du bon usage pour trouver des projets synergiques et travailler ensemble. Et votre travail, l'équipe de Nîmes, était une belle illustration. Donc, je propose maintenant d'accueillir le docteur Labarias, qui est gériatre, le docteur Roux, qui est praticien d'hygiène hospitalière en EMH à Nîmes, et le docteur Lozès Lafont, qui est pharmacien clinicien au SMIC du CHU de Nîmes, pour une présentation en trio donc sur ce sujet, pneumonie d'inhalation en EHPAD, parlons prévention. Bonjour à tous, du coup moi je suis le docteur Labarias. Je travaille au sein des équipes mobiles de gériatrie et j'accompagne mes collègues de l'équipe d'hygiène, Laure Brooks et Paul Lafont de l'équipe EMA. On va commencer par un petit peu de notions sur la déglutition, puisqu'on parle de pneumopathie d'inhalation, donc il semble intéressant quand même d'aborder un petit peu de physiologie. Ce qu'il est important de savoir sur la déglutition, c'est qu'il y a une phase qu'on appelle préorale, qui est la phase d'anticipation de la déglutition et qui est importante chez nous en gériatrie, puisque c'est cette phase-là qui peut être en difficulté avec la présence de troubles neurocognitifs. Et c'est cette phase-là aussi qui peut être mise en difficulté quand on fait intervenir un aidant, donc à la prise alimentaire. Ensuite, il y a la phase orale, qui est une phase qui n'est pas réflexe, qui est principalement la phase de la mastication. Et ensuite, on va passer aux phases 3 et 4, qui sont des phases réflexes pour lesquelles on a peu de levée d'action au final. Ce qui est important de savoir sur la déglutition en gériatrie, c'est forcément toujours complexe en gériatrie. On ne va pas être chez le sujet jeune qui a par exemple un trouble de déglutition lié à une pathologie de la déglutition avec par exemple une atteinte structurale liée à un cancer ORL. Chez le sujet âgé, malheureusement, on va être plutôt face à la multiplication de facteurs qui vont fragiliser la déglutition. Et ça en fait voilà, un phénomène complexe, donc des fois complexe au diagnostic et sur la prise en charge. Et on en fait, à proprement parler, un syndrome gériatrique. Il faut être vigilant sur les signes qui peuvent nous amener à penser à des troubles de la déglutition. Ces signes sont assez simples à observer pendant la prise alimentaire. Ça peut être de la gêne, de la difficulté douloureuse, une sensation de blocage. On peut avoir aussi des restes alimentaires sur une première déglutition, des déglutitions, donc une déglutition en plusieurs temps. On peut avoir le nez qui coule. J'ai eu encore un cas ce matin où la fille me demandait, je comprends pas, maman, à chaque fois qu'elle mange, elle a le nez qui coule. Bon, ben, ça fait partie des signes possibles, visibles pendant la prise alimentaire. Et puis ensuite, vous allez avoir des signes qui sont plus à distance et qui vont être signes vraiment de troubles d'addiction importants avec la mise en place d'un refus alimentaire, anorexie, puis la pneumopathie d'inhalation. Et ensuite, il faut être vigilant à ce qui se passe aussi sur les voies respiratoires avec là des symptômes plus audibles que visibles, mais la toux, le raflement, la voix mouillée qu'on peut avoir même au-delà de la prise alimentaire. Donc, il faut être aussi vigilant à distance du repas. On peut avoir encore de la toux et la nécessité donc de racler la gorge. Donc, finalement, il n'y a pas pour les troubles de déglutition, on n'a pas tout le temps accès à une orthophoniste. Hein, ça commence à être une denrée rare. Donc, nous, en tant que praticiens, on n'a pas non plus tout le bagage de l'orthophoniste. On n'a pas forcément la formation pour aller faire un diagnostic précis de trouble de déglutition. Mais là, il me paraissait intéressant de vous mettre
en avant tous les éléments qui peuvent nous, praticiens, au quotidien, nous faire dire oui, attention, il y a des troubles de déglutition. Et plus vous allez accumuler ce qu'il y a sur cette diapositive, et plus ça va être péjoratif pour la personne. Et vous pouvez vous dire que si vous cumulez 5 des éléments sur cette diapositive, vous avez forcément des troubles de déglutition. Donc quelqu'un qui a des problèmes de posture, d'hygiène bucco-dentaire, qui est dépendant avec une dépendance à la prise alimentaire, qui a des comorbidités, donc une polymédication, qui a du mal à tousser, à dérhumer, donc à dégager ses voies respiratoires. Si vous avez des déformations visibles au niveau du visage, si vous avez un patient qui est dénutri, qui fait des pneumopatinations, voilà, si vous avez tous ces éléments-là, sans que vous ayez forcément accès à une évaluation d'un professionnel, si vous avez ces éléments-là, vous pouvez vous dire que vous avez des troubles de déglutition. Donc, dans le cadre de l'accompagnement pluricompétences, on s'est posé la question de savoir comment l'équipe mobile en hygiène, qui intervient auprès des établissements non rattachés à un établissement de santé, pouvait porter en fait son action au regard des signes évocateurs dont a parlé le docteur Labarias. Donc effectivement, on s'est penché sur des chiffres en fait pour aussi faire prendre la mesure à l'encadrement et aux directions de la particularité de l'hygiène bucco-dentaire en secteur d'EHPAD. Donc on sait, donc c'est des chiffres de l'ARS Île-de-France qui a beaucoup travaillé sur ce sujet-là. On sait que en France aujourd'hui, 67% des résidents présentent une inflammation gingivale, 40% ont besoin d'un détartrage. Et quand même, 14% de ces résidents d'EHPAD nécessitent des soins dentaires urgents. Donc, quand on parle, voilà, de frein on va dire à la prise alimentaire, on a aussi ces soins urgents qui peuvent être un obstacle. Un résident sur deux est porteur d'un dentier amovible, voire un peu au-delà en termes de fréquence. Aujourd'hui, ce que l'on sait des évaluations qui ont été faites, c'est que la dépense moyenne en soins dentaires en EHPAD, c'est 1 euro par mois par résident. Donc, on peut imaginer en fait le progrès que l'on a à faire dans cet investissement et dans le temps que les soignants peuvent mobiliser pour accompagner le résident dans le quotidien. Donc, il y a plusieurs projets, dont celui de l'Union française pour la santé bucco-dentaire, la GIRARCO, qui a ciblé 3 objectifs principaux. Donc, dans un premier temps, c'est améliorer l'accès aux soins et à la santé bucco-dentaire des personnes âgées dépendantes, compléter ou faire acquérir au personnel des connaissances en matière d'hygiène bucco-dentaire en déployant des actions et des outils de formation adaptés. Et c'est bien évidemment inclure l'hygiène bucco-dentaire dans le projet médical d'établissement. Et on peut même aller plus loin, c'est-à-dire que réellement, cette hygiène bucco-dentaire, elle doit être intégrée dans le projet d'accompagnement personnalisé du résident. Donc, il faut réellement qu'on reprenne cette hygiène bucco-dentaire comme une partie intégrante du soin dans son quotidien. Et c'est un acte de prévention, au même titre que la prévention des soins des plaies chroniques. Donc, il faut réellement qu'on remobilise les professionnels dans cette démarche. Donc, assurer la protection des dents et des muqueuses pour éviter les caries, les candidoses et les parodontopathies, prévenir les problèmes infectieux, dont la pneumopathie. Donc, on est vraiment dans une démarche de prévention à ce niveau-là. Entretenir les prothèses et savoir comment on les entretient. Diminuer l'halitose, mauvaise haleine, qui permet quand même d'établir du lien entre la famille et le résident et qui parfois établit des distances en termes de proximité. Et c'est vraiment en qualité de vie quelque chose que l'on constate régulièrement. Améliorer les conditions de l'alimentation et donc réduire les impacts de la dénutrition. Et on sait que dans le risque infectieux, cette dénutrition a un impact important. Et enfin, assurer le confort du résident qui reste une des priorités. La présence de dents abîmées, les parodontopathies augmentent en fait, d'après les dernières recommandations, augmentent le risque de pneumonie et de décès. Et dans les recommandations dont vous parlera le docteur Lafont, on a un port d'appareil dentaire en continu qui augmente le risque de pneumonie par 2, puisqu'en fait, l'absence de retrait de cet appareil dentaire entraîne une absence d'entretien en fait et de l'appareil et de la muqueuse qui le porte au quotidien. Donc, on s'est dit qu'on allait aborder l'hygiène bucco-dentaire et prothétique selon 3 points clés
pour vraiment accompagner, être pratico-pratique dans la présentation des formations et des accompagnements qu'on pouvait proposer aux équipes. C'est déjà pouvoir savoir comment on accède à la cavité buccale. Donc effectivement, encore une fois, les fiches pratiques dont je vais vous parler ont été élaborées par l'ARS Île-de-France, et c'est des fiches pratiques extrêmement adaptées à la compréhension et à la capacité de mobilisation des ressources par les professionnels de terrain. Il faut également que ces professionnels aient la capacité d'évaluer l'état de santé orale, de façon à savoir quel type de soins le résident a besoin. Et c'est rentrer dans une démarche quotidienne la réalisation de ces soins d'hygiène. Il faut qu'ils soient adaptés. Pour cela, il faut que les professionnels soient formés. Et il faut qu'on arrive à créer, alors ça sera peut-être la partie la plus compliquée de l'exercice, c'est de créer un réseau permettant d'identifier des praticiens partenaires pour faciliter l'accès aux soins, surtout dans les 14% de résidents qui ont besoin de soins urgents. Donc, accompagner les professionnels, c'est les accompagner dans ce qu'ils savent faire et dans quoi ils sont compétents. C'est déjà qu'ils identifient la perception du soin par le patient, par le résident. Est-ce qu'on est face à un résident qui est compliant plutôt aux soins d'hygiène, ou est-ce qu'on est face à un résident qui est non compliant à la toilette du quotidien? Et qu'est-ce que génère quoi? Quelles sont les conséquences de cette non-compliance? Est-ce que c'est de l'opposition, de l'agressivité, une perte de repères, de l'anxiété, des peurs? Et donc, il va falloir travailler autour de la prise en soin de ce résident de façon à ce qu'on adapte le moment de la réalisation de ces soins d'hygiène et de ces soins d'hygiène bucco-dentaire en particulier pour réduire l'opposition des résidents. Donc, si le résident n'est pas coopérant aux soins d'hygiène, il va falloir adapter la prise en charge avec peut-être modifier le moment de la journée qui sera plus opportun à cette prise en charge, utiliser des objets transitionnels qui sont beaucoup utilisés en gériatrie quand il y a de l'anxiété, peut-être un soignant référent ou faire appel à une mobilisation de binômes qui parfois réduisent un petit peu les comportements opposants. Donc voilà comment le professionnel peut être accompagné avec des fiches claires, assez courtes, puisqu'en fait on est vraiment dans une approche vraiment pratico-pratique du soin. Et vous avez ces fiches pédagogiques, elles portent bien leur nom, qui permet en fait aux soignants de savoir comment accéder à la bouche d'une personne non autonome et parfois opposante, de façon à réduire en fait l'opposition à ce geste parfois un petit peu perçu comme intrusif par les résidents et générant en fait un trouble du comportement. Le deuxième objectif, c'était évaluer l'état de santé orale. Donc là, on va utiliser le guide illustré d'évaluation de la santé orale qui a été publié par Montpellier Santé Orale, qui travaille beaucoup sur ce sujet, avec un outil qui est la grille d'évaluation OAT et qui permet, avec un certain nombre de critères, de définir en fait le niveau de risque face auquel on se trouve. Et ce niveau de risque, en fait, il peut être défini par un ensemble de paramètres qui vont être pondérés. Et en fonction de la note obtenue, on se retrouve dans une situation d'urgence de soins habituels ou une situation intermédiaire qui va nécessiter parfois qu'une surveillance ou une mobilisation un petit peu plus lourde des soins et de la fréquence à mettre en œuvre. Donc, il est important de réaliser que cette évaluation, elle peut être faite par un médecin, par une infirmière, mais également déléguée à une aide-soignante. Donc, plus on va accompagner les professionnels qui sont en nombre auprès des résidents, plus on va pouvoir mobiliser en fait cette évaluation qui va définir la priorité à donner dans l'accompagnement et dans les soins à réaliser. Enfin, il faut, pour réaliser des soins d'hygiène au quotidien adaptés, il va falloir que nous, en tant qu'équipe d'hygiène, on puisse accompagner les équipes à s'équiper de matériel adapté. C'est-à-dire que si on forme les équipes à appréhender le soin, si on rentre finalement cette approche de soin dans un plan d'accompagnement personnalisé, qu'on forme les équipes à l'évaluation de l'état bucco-dentaire, il va falloir qu'on ait aussi un engagement de la gouvernance de façon à ce que le matériel qui est mis à disposition des équipes soit adapté aux soins qui sont attendus. Donc en fait, voilà, nous on souhaite les accompagner au-delà des deux premiers critères de façon à faire un état des lieux du matériel disponible
et de ce que les équipes ont besoin pour réaliser soit le matériel pour réaliser l'hygiène prothétique, soit le matériel pour réaliser l'hygiène bucco-dentaire dans des conditions favorables. Du coup, je reprends la main dans la même optique que Laure pour la stratégie de prévention. Comme on l'a vu, donc un mécanisme complexe chez le sujet âgé avec 3 leviers principaux en termes de prévention. Donc voilà, nous a exposé l'importance de l'hygiène bucco-dentaire. Là, on va parler de l'adaptation des textures et aussi de la posture, la bonne posture de la personne pendant l'alimentation. Finalement, voilà, ce sont les 3 leviers sur lesquels on peut jouer. Et pour revenir sur l'hygiène bucco-dentaire, elle est payante sur 2 aspects. C'est qu'une bonne hygiène bucco-dentaire, ça permet la bouche d'être plus en capacité de faire un bon travail de mastication et donc derrière de déglutition. Et le deuxième aspect positif de l'hygiène bucco-dentaire, c'est qu'on sait que ça va prévenir aussi la pneumopathie d'inhalation. Ça va diminuer, là on parlera, mais ça diminue l'inoculum et ça permet donc de diminuer l'horizon. Voilà, c'est une stratégie pour deux bénéfices, l'amélioration des capacités de mastication, déglutition et prévention de la pneumopathie d'inhalation. Donc là, moi, je reviens sur plus l'adaptation des textures et des consignes sur le bon positionnement. Nous, c'est de la pratique quotidienne avec des messages simples. Déjà, le tronc droit, la tête penchée en avant. Et un soignant, si on est dans l'aide alimentaire, à la prise alimentaire, le soignant, si possible, doit être en face du patient. Sinon, on a recours aussi à du matériel adapté. Donc, vous voyez des couverts ergonomiques sur la diapositive. Et vous voyez aussi qu'on a les fameux verres, alors pas avec des becs, parce que c'est interdit chez nous, les verres à bec, mais là, on a des verres avec encoche nasale. Donc ça, voilà, c'est du matériel vraiment adapté pour permettre à la personne un certain degré d'autonomie ou en tout cas de manger plus en sécurité. Donc là, on a donné l'exemple d'une personne qui est assise et une personne qui est amenée à prendre le repas au lit. Il faut tout de même pas oublier que quand on va aller vers une adaptation des textures, que ce soit pour les liquides ou les solides, notamment pour les solides, on va être vraiment sur une perte vraiment de la qualité de l'alimentation, la qualité gustative. On va modifier vraiment l'alimentation. C'est nécessaire, certes, mais quand on en est là, il faut commencer à rentrer dans une dimension un peu éthique. Et forcément, ça veut dire moins de calories, ça veut dire moins de stimulation sur le plan sensoriel. Donc, on va rentrer dans une démarche plus complexe encore de prise en charge. Donc voilà, gardez à l'esprit que quand on en est à ce stade-là de la réflexion, on est chez des patients qui sont très gériatriques. Sur l'adaptation des textures, on a la possibilité, bien évidemment, d'épaissir les liquides et ensuite d'apporter des régimes adaptés concernant les solides, du haché, du mixé et une nouveauté, alors qui n'est pas récente, c'est des professionnels de divers métiers qui se sont coordonnés pour mettre en place, on va dire, une nomenclature internationale sur l'épaississement des liquides. Donc, je vous laisse aller consulter le document, c'est l'IPDSI. Ça permet d'adopter un langage commun en termes d'adaptation des textures liquides et solides. Donc, si malgré toutes ces mesures de prévention, on a fausse route, on peut être amené à avoir une pneumopathie d'inhalation. Et donc ça nous amène à discuter des recommandations de prise en charge de cette pneumopathie qui sont sorties l'année dernière. Donc, la première chose qui est abordée dans ces recommandations, c'est bien dichotomiser ce qui est de la pneumopathie d'inhalation qui fait suite à une incubation et qui est donc une pneumopathie bactérienne, de la pneumopathie chimique qui est immédiate après la fausse route et qui est plutôt liée à de l'irritation de l'arbre bronchique.
Concernant le diagnostic, il est à la fois clinique avec des signes de pneumopathie liés à une constatation de troubles de déglutition ou supposition de troubles de déglutition, à, si possible, de l'imagerie avec en premier lieu un scanner avec une atteinte qui va souvent être sur le poumon droit liée à une branche anatomiquement droite plus haute dans le poumon. Pour ce qui est de la biochimie, il n'y a aucun marqueur qui permet d'affirmer ou d'infirmer une pneumopathie d'inhalation, du fait qu'il y ait peu de données scientifiques et qu'on a souvent des retards d'augmentation, que ce soit d'élévation des globules blancs, de la CRP ou de la PCT, et que ces marqueurs peuvent aussi monter lors d'une pneumopathie chimique. Donc ces marqueurs ne sont pas recommandés pour le diagnostic de la pneumopathie d'inhalation. Concernant la microbiologie, pareil, il n'y a pas vraiment d'examen qui est recommandé. Le CBSC peut être suggéré chez des patients qui ont eu des multiples lignes d'antibiothérapie et pour lesquels une infection à germes résistants peut être supposée, notamment Pseudomonas aeruginosa. Pour ce qui est de la prise en charge, donc a été statué en première ligne l'augmentin, Péros ou IV. Si ces deux voies sont impossibles, on ira vers de la ceftriaxone en sous-cutané. Vous voyez que l'association avec le métronidazole a été retirée, ce qu'on faisait classiquement, le ceftriaxone, métronidazole. Maintenant, ce n'est plus dans les recommandations pour deux choses. La première chose, c'est que microbiologiquement, vous voyez en haut à droite, la prévalence des anaérobies dans ce type d'infection paraît extrêmement faible. Et d'autre part, il y a plusieurs études cliniques qui ont montré que la couverture anaérobie dans cette pneumopathie n'était pas déterminante dans le succès clinique. Pour ce qui est des patients allergiques au bêta-lactamine, un traitement par cotrimoxazole est proposé en alternative. Pour ce qui est de la durée de traitement, il était statué une durée entre 5 et 7 jours, ce qui fait écho aux recommandations de la pneumopathie aiguë communautaire, avec un arrêt de traitement selon une évolution de critères favorables, donc une température inférieure à 37,8 depuis 48 heures et 3 signes de stabilité clinique parmi une fréquence respiratoire inférieure à 24, une saturation supérieure à 90%, une pression artérielle systolique supérieure à 90 et une fréquence cardiaque inférieure à 100 battements par minute. Sachez que la toux n'est pas un critère de non-amélioration. Donc, comme on l'a vu, phénomène complexe de la déglutition chez des patients complexes avec donc 3 leviers prévention sur la stratégie de prévention. Malheureusement, quand on n'a pas pu éviter la pneumopathie, on a vu donc quelle était la thérapeutique mise en place. Et ensuite, on va aussi se poser, si on va plus loin, on va se poser la question de savoir jusqu'à quand on traite, combien de fois on va avoir recours aux antibiotiques, voilà, jusqu'à quel nombre de pneumopathies on va. Donc il y a la dimension éthique bien sûr qui est là. Donc je vous ai mis la réflexion du docteur Sebag-Lanoé, finalement qui résume assez bien nous les questions qu'on se pose au quotidien. On en est où du parcours de soins du malade, on en est à combien de pneumopathies d'inhalation traitées, quelle est la qualité de vie, le degré d'autonomie, qu'en pense l'équipe, quel est le témoignage de la famille. L'idée étant qu'un jour, il faudra se poser la question de la limitation des thérapeutiques actives et d'être dans une attitude de confort et savoir accepter la fin de vie et ne pas traiter la énième pneumopathie d'inhalation. Je vous ai remis ces vieux 2007, mais ça a l'avantage d'exister. On a des recommandations de l'HAS sur la prise en charge nutritionnelle de la personne âgée. Vous avez voilà, une ligne tout en bas de la diapositive qui concerne les sujets âgés atteints de maladie d'Alzheimer. Comme vous voyez, en cas de forme sévère, la nutrition entérale n'est pas recommandée. Je l'ai mis parce que c'est forcément toujours les mêmes réflexions. Ça peut être la réflexion de certains soignants, mais des familles qui sont vraiment jusqu'au boutistes dans les soins. Forcément, on ne comprend pas forcément les enjeux. Mais voilà, on n'est pas tenu d'aller jusqu'au bout. En tout cas, on a des recommandations qui peuvent nous aider dans ces situations complexes à prendre des décisions de limitation de soins. Merci pour votre attention. Merci beaucoup.
pour votre intervention à 3 voix très complète sur le sujet, qui abordait également effectivement les dernières recommandations de traitement des pneumonies d'inhalation, qui sont intéressantes, avec la limite quand même de positionner le scanner en première ligne, un peu dans le diagnostic et dans nos établissements. Et évidemment, on sait que cet accès n'est pas si simple, mais c'est important de rappeler ces recours. Élodie, avons-nous des questions sur le chat? Alors, il y avait une question qui fait écho, je pense, à la fin du topo sur les personnes paralysées cérébrales qui font régulièrement des fausses routes silencieuses. Peut-on imaginer une antibiothérapie de prévention au long cours? Il n'y a pas de recommandation. De toute façon, c'est toujours pareil avec les antibiothérapies. C'est que de toute façon, vous allez être amené à faire d'une manière ou d'une autre une pnéumopathie avec un germe résistant de l'antibiothérapie que vous aurez proposé en suspensif. Donc, malheureusement, c'est soit traitement intermittent, soit au bout d'un moment discuter de la prise en charge palliative et la limitation de soins. Je n'avais pas d'autres questions pour ce topo très intéressant. Merci. Moi, j'ai une question éventuellement pour la partie plutôt formation des professionnels de santé sur l'hygiène bucco-dentaire. Donc, la partie EHPAD est évidemment très intéressante. Je voulais savoir si vous aviez envisagé, avec toutes les contraintes que ça peut imposer, de former également les professionnels en amont de l'EHPAD, et donc les professionnels qui prennent en charge des personnes âgées à domicile qui sont déjà en perte d'autonomie, mais pas encore institutionnalisées, mais qui, on le sait, ont déjà un déclin d'hygiène bucco-dentaire important, qui fait que quand ils arrivent en EHPAD, c'est déjà presque trop tard. Est-ce qu'il a été imaginé de la formation de ces professionnels-là pour essayer d'agir encore plus tôt? Alors non, effectivement, parce que, alors d'après moi, c'est effectivement la meilleure piste, c'est-à-dire de plus on va pouvoir prévenir, mieux on sera armé pour les prendre, voilà, sur l'état dans lequel on va les trouver quand ils sont institutionnalisés. Mais c'est vrai que notre équipe intervient. C'est vrai qu'on a réfléchi à ce qu'on pourrait développer sur les EHPAD que l'on accompagne, puisqu'on est une équipe civile pour laquelle notre mission s'adresse aux EHPAD et aux ESMS de façon plus large, puisqu'on a le secteur du handicap. Mais effectivement, je pense que notre part est peut-être de sensibiliser sur, si on arrivait à prévenir en amont, on serait peut-être un peu moins dans des états catastrophiques à l'entrée, à l'admission en institution. Mais voilà, à ce jour, on n'a pas mobilisé de ressources pour cette partie-là. Merci beaucoup. Donc c'est là aussi effectivement l'idée probablement de mutualiser les forces, puisque c'est vrai qu'acteur du BUA, on investit de plus en plus le secteur ville, et donc je pense que c'est une thématique qui a tout son intérêt en termes de synergie de différents secteurs concernés. Enfin, c'est une belle thématique, je trouve, pour la transversalité. Merci encore pour votre intervention. Merci d'avoir joué le jeu de participer. C'était très chouette sur un sujet aussi large. Donc, merci encore à vous. Et j'informe les internautes qu'en région Pays de la Loire, le CEPIAS, sur cette thématique bucco-dentaire, va organiser la formation DRTH à l'hygiène bucco-dentaire via l'UFSBD pour justement ensuite aller dans les EHPAD et former les professionnels soignants à la bonne prise en charge des résidents sur l'aspect bucco-dentaire. Donc c'est quelque chose dont vous entendrez peut-être parler à l'avenir, puisque les premières sessions de formation auront lieu cette année.